Donc, c'est différentes clés qui peuvent nous permettre de travailler la qualité de notre partenariat. Puis, comme le disait Caroline, ces clés-là viennent d'un guide qui a été travaillé par des partenaires en Estrie. Donc, ça nous montre que, évidemment, on n'est pas les seuls en Outaouais à se préoccuper des partenariats multisectoriels et à vouloir améliorer leur qualité. D'ailleurs, les outils que je vous présente dans quelques instants viennent d'autres organisations qui travaillent sur le même sujet. On va vous présenter, entre autres, les outils de Communagir. Bon, on ne vous les présentera pas tous les outils, mais on vous invite à visiter le site de Communagir, qui est une organisation qui a 10 ans, qui est une organisation québécoise, qui est à but non lucratif et qui vise à aider les acteurs du développement collectif au Québec et au-delà du Québec également. Donc, vraiment, ils ont développé une expertise et des outils très concrets, très pratiques, des lectures que vous pouvez faire, des formations, des webinaires qui peuvent aussi être intéressants pour vous qui travaillez en développement social, qui travaillez dans certains secteurs liés au développement individuel collectif et qui siégez à un ou des partenariats multisectoriels. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, ce sont des exemples de ce que fait Communagir, 2 courtes vidéos de 2 minutes chacune. Ce sont des vidéos qui ont été faites à l'attention des personnes qui animent les partenariats multisectoriels, donc les coordonnateurs, les animateurs. Par contre, comme on s'est dit, un des avantages d'un bon partenariat multisectoriel, c'est qu'on va partager le pouvoir, hein, partager le leadership au sein des partenaires, au sein du partenariat. Donc, on s'est dit qu'à ce moment-là, ce qui est bon pour les conseils qui sont donnés aux animateurs, aux coordonnateurs, devrait aussi être intéressant pour chacun des partenaires parce qu'on partage le leadership. Alors, on vous présente, je vais partager ici à l'instant mon écran pour aller chercher la première vidéo. Et puis, on va pouvoir ainsi la regarder et on y revient ensuite. Donc, la qualité première d'un bon animateur. Bon, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Si j'avais à en choisir une, j'opterais pour la capacité de s'adapter. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, ben, c'est important de bien se préparer, de bien organiser une rencontre ou une animation. Par contre, le danger, c'est que si on veut absolument suivre le déroulement ou la grille qu'on a prévue, on risque en fait de passer à côté de certains éléments qui peuvent survenir au cours d'une rencontre. Donc, peu importe dans la vie, on planifie quelque chose, mais on ne sait jamais comment dans la réalité ça va tourner. Donc l'objectif, c'est être capable, en fait, ce que ça nécessite, c'est d'avoir aussi de l'écoute. C'est être capable de repérer les signes qui nous disent que parfois il y a des éléments importants qui sont en train d'émerger de la rencontre qu'il faudrait traiter, ou parfois au contraire, il y a des éléments qui deviennent plus superflus. Donc c'est important d'être à l'écoute pour bien saisir ça, pour être capable ensuite d'être flexible dans son animation. Ça, par exemple, un bon truc, ça voudrait dire de ne pas être obligé de mettre des temps précis à côté des points qu'on a. C'est de dire aux gens, on a un objectif aujourd'hui, on veut se rendre à tel résultat. Par contre, on sait qu'on va passer par les grands chemins qui sont les suivants, mais il n'est pas obligé d'avoir les temps. On sait qu'on va passer par là, puis l'animateur, lui, doit s'ajuster. Une bonne façon de faire aussi, pour ne pas porter la responsabilité seule, en fait, de l'animation, parce que souvent, on se met cette pression-là comme animateur, c'est de mettre à contribution le groupe. Ce qui est à dire, si on est pour prendre une direction différente ou si on n'a pas le temps de se rendre par rapport à ce qu'on avait prévu, c'est de demander au groupe, bien, êtes-vous prêt à aller dans telle ou telle direction en prenant conscience que si on va là, on va peut-être pas traiter de tel argument, ou si on va dans telle place, on va peut-être plus traiter en profondeur d'un sujet particulier. Puis à ce moment-là, la responsabilité devient partagée, puis on évite souvent des frustrations parce qu'on n'a pas traité de certains points. Puis ça permet en fait de partager en fait l'animation, puis pas de la porter seule. Donc ça, je dirais, c'est que être flexible, être capable de s'adapter dans un cadre, bien entendu, c'est une des capacités, pas des capacités, mais des qualités premières en fait d'un bon animateur.
Une approche qui m'inspire beaucoup dans l'animation, c'est l'approche appréciative, qui met en fait l'accent beaucoup plus sur les conditions de succès et les forces du groupe plutôt que dans les causes d'un problème, par exemple. Donc, je vous donne ici une référence d'un document qui m'a beaucoup aidé, qui parle de l'approche appréciative, un document en français parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça s'appelle Dynamiser l'organisation avec la démarche appréciative et l'auteur est Pierre-Claude Elie. Donc, je vous invite à aller consulter le document qui est très intéressant. Alors, de retour après cette courte vidéo réalisée donc par Communagir, où François nous indique qu'une des grandes qualités au sein de notre partenariat multisectoriel, c'est d'être capable de s'adapter. Il nous donne des trucs, il nous donne un truc par rapport à l'ordre du jour. Il dit c'est peut-être pas nécessaire ou c'est peut-être même parfois nuisible de mettre des temps à côté des points dont on veut discuter. Certains nous ont dit lors de la présentation de notre atelier que c'était contraire à ce qu'ils avaient toujours entendu, puis qu'eux-mêmes, au contraire, préfèrent mettre des temps justement pour limiter certaines interventions puis s'assurer qu'on passe à travers l'ordre du jour. Évidemment, ça vous appartient. La façon dont votre groupement veut gérer ces réunions avec temps, pas de temps, ça vous appartient. Nous, on vous amène des pistes de réflexion pour voir est-ce que votre ordre du jour et l'organisation très concrète de vos réunions vous permet d'atteindre la qualité partenariale que vous aimeriez atteindre. Si votre but, c'est d'échanger de l'information principalement, bien, le point échange d'informations pourrait d'ailleurs s'appeler échange d'informations plutôt que tour de table, comme on voit souvent. Le point échange d'informations pourrait être priorisé. Et c'est ce qui arrive souvent. On le met en début de réunion quand tout le monde est frais et dispo et on passe souvent plus d'1 heure à échanger l'information. Si c'est ce qu'on veut, excellent. Si par contre, on désire davantage travailler sur une action concertée ou un plan d'action, donc on est dans la coordination ou dans l'action concertée, où c'est là qu'on aimerait aller, peut-être que l'échange d'informations pourrait être relayé plus tard et on pourrait vraiment commencer nos réunions ou axer nos réunions sur autre chose à partir concrètement de l'organisation de notre ordre du jour. Donc, piste de réflexion. Avec cette première vidéo, on vous en présente une deuxième, puis ensuite, on va y aller avec les défis, vraiment là, des défis très concrets liés à l'optimisation de la qualité des partenariats multisectoriels. Alors, j'y vais pour une deuxième vidéo. Alors, moi, j'ai eu la chance d'être formé en animation dans mes études à l'université en psychosociologie. Donc, il y a plusieurs conseils que j'aurais aimé qu'on me dise, qu'on m'a dit, entre autres avec un de mes profs qui s'appelait Pierre Mongeau, qui est un super animateur et un super pédagogue. Et une des choses qu'il nous a dit à l'époque, c'est qu'il faut être capable de tolérer les silences. Lorsqu'on fait une animation, parce qu'on y a beaucoup réfléchi, parce qu'on a clarifié comment chacune des parties de notre animation doit arriver à des objectifs, on a l'impression qu'il faut que tout ça s'enchaîne et qu'il n'y ait jamais de moment de suspens ou de moment de silence. Or, puisqu'on est à travailler avec des groupes de personnes qui n'ont pas tout le temps les mêmes points de vue, qui n'ont pas tout le temps la même vision ou qui ne sont pas tout le temps au même niveau de connaissance, ces moments de silence-là, des fois dans le groupe, ils ont une raison d'être. Et il faut être capable, comme animateur, de les tolérer puis les laisser faire un petit bout de chemin. C'est sûr qu'on ne laisse pas un groupe être 10 minutes en silence. S'ils ne sont pas capables d'avancer, c'est notre rôle comme animateur de les aider. Mais en même temps, il ne faut pas être obligé de bourrer le silence pour tout le temps animer les gens qui sont autour de la table, parce que ces silences-là peuvent être nécessaires pour les gens pour réfléchir, revisiter leur conception des choses et éventuellement débloquer sur autre chose. Un livre que j'aime particulièrement, c'est Modèles de jeux de formation, les jeux cadres de Tiagui. L'avantage de ce livre-là, c'est que ça se veut des jeux cadres, donc c'est utiliser des jeux pour faire accomplir des choses à des groupes de personnes, que ce soit évaluer des choses, que ce soit apprendre des choses, que ce soit décider des choses, mais ça se veut des cadres dans lesquels on peut venir insérer des contenus plus spécifiques. Et il est très bien fait parce que pour chacun de ces jeux-là,
ben, on nous dit qu'est-ce qu'on peut faire avec un jeu comme ça si on a moins de personnes que prévu, ou si on a moins de temps, ou encore si on a beaucoup de temps. Et on nous donne des types d'applications pour chacun des jeux qui peut être utile. Donc voilà. Alors, dans cette deuxième vidéo qu'on vous présente, Sébastien Martineau nous parle de l'importance de laisser la place au silence, c'est-à-dire laisser la place à la réflexion au sein de nos partenariats. Et on insiste dans ce webinaire, dans cet atelier, sur le fait qu'on n'est pas obligé d'être toujours dans l'action, dans le concret, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'action, qui fait quoi. On n'est pas obligé d'être là-dedans pour que notre partenariat soit efficace. Souvent, on a besoin, bien avant et pendant l'action et après l'action, on a besoin d'être dans la réflexion. Donc, si vous avez l'impression que vous ne faites rien au sein de votre partenariat, essayez plutôt de tourner votre lorgnette ou essayer de changer votre point de vue pour voir mais sur quoi on est en train de réfléchir. Et est-ce qu'on se donne l'espace nécessaire pour réfléchir, notamment en acceptant les silences des participants, ce qui est, lors de réunions virtuelles, parfois plus difficile à faire. Hein? Il y a comme un certain malaise avec les silences, mais il faut nommer ces malaises-là, apprivoiser les silences comme des moments vraiment réflexifs qui sont, en bout de ligne, très, très fructueux pour le travail en concertation. Je vous repartage mon écran pour revenir à notre PowerPoint où on présente toujours des facteurs qui peuvent nous aider à améliorer la qualité de notre partenariat. Donc, les deux vidéos se retrouvent ici. Les références de livres aussi qui ont été données dans les vidéos, vous les retrouvez dans cette PowerPoint. Et j'aimerais terminer ma partie de ce webinaire en vous présentant une vue d'ensemble d'autres facteurs qui influencent la qualité d'un partenariat tiré de votre expérience, de ce que vous nous avez dit et de mon expérience aussi, comme je le dis, à travers différents partenariats depuis une vingtaine d'années. Vous avez nommé, ou il est souvent nommé dans la littérature, le manque de temps comme nuisible à la qualité des partenariats. Évidemment, c'est une question de priorisation, mais aussi de délégation et, de délégation et d'organisation. On vous a parlé de l'organisation de vos ordres du jour en fonction de l'échelon sur lequel vous voulez travailler. Ça peut être intéressant pour que les partenaires n'aient pas l'impression de perdre leur temps lorsqu'ils viennent travailler au sein du partenariat. La méconnaissance du travail partenarial aussi. Souvent, on a l'impression que les partenaires peuvent venir autour de la table pour venir chercher quelque chose. Mais qu'est-ce que ça me donne moi? Qu'est-ce que ça donne à la maison de la famille? Qu'est-ce que ça donne au CPE? Qu'est-ce que ça donne à l'école, à la direction d'école? Qu'est-ce que ça nous donne d'être au partenariat? Mais des fois, il faudrait changer peut-être notre point de vue et se demander, mais qu'est-ce que moi je donne au partenariat? Qu'est-ce que j'apporte? Donc, c'est toute la question de venir chercher, mais venir donner aussi pour éventuellement co-créer. On ne peut pas co-créer si chacun ne vient que rechercher. Il faut que chacun collabore, donc mette du sien, de ses ressources, de soi-même, de ses qualités, de son énergie, de sa motivation pour qu'on puisse réussir à grimper les échelons vers de l'action concertée. Ensuite, un autre défi qui est souvent nommé, c'est la méconnaissance ou les limitations de mon rôle. Oui, mais moi, je ne peux pas décider de si on peut utiliser les ressources dans mon organisation. Moi, je n'ai aucune influence sur mon organisation par rapport aux priorités. C'est des exemples que je donne. Donc, il faut se demander c'est quoi notre pouvoir par rapport à notre organisation au sein du partenariat. Et si on n'a pas assez de pouvoir, est-ce qu'on est la bonne personne pour être à ce partenariat-là? Évidemment, ce ne sont pas que les dirigeants qui peuvent ou doivent siéger au partenariat, ceux qui ont plus de pouvoir décisionnel. Mais ce n'est pas tant une question de pouvoir que c'est quoi mes canaux de communication aussi? Est-ce que je suis capable de ramener ce qui se passe au sein de mon partenariat à mon organisation? Est-ce que je le ramène de façon efficace, de sorte que la communication doit être fluide entre les partenaires, mais entre les partenaires et leurs organismes respectifs aussi. Donc, est-ce que je connais bien mon rôle? Pourquoi mon organisation m'envoie là? Est-ce que je connais bien les limites de mon rôle? Est-ce que je connais bien mes pouvoirs, mes ressources que je peux partager? Et si la réponse à ça, c'est oui, et tout ça convient, bon, mais excellent. Mais si la réponse est non à certains endroits, il faut se questionner à savoir est-ce que j'ai des connaissances à aller acquérir,
des moyens de communication à forger, à créer des chemins au sein de mon organisation? Ou est-ce que je suis la bonne personne pour siéger à ce partenariat-là également? Le nombre de réunions est toujours aussi préoccupant, est une question qui revient souvent par rapport à l'efficacité. On a trop de réunions, ça épuise. On n'a pas assez de réunions, c'est dur de faire les suivis, puis on piétine. C'est un équilibre fragile à trouver, mais c'est à vous de le trouver. Nous, on ne peut pas dire c'est tant de réunions, c'est efficace, des réunions d'une demi-heure, c'est mieux qu'une heure, une demi-journée, c'est mieux qu'une journée. Non, vraiment, on voit de tout. C'est aux partenaires de se pencher sur la question. Puis si vous ne l'avez jamais abordé, effectivement, ce serait à clarifier. Puis on peut y revenir aussi de temps en temps, même si ça fait 1 an ou 2 ou 3 ou 10 ou 1000 qu'on travaille d'une façon, on peut quand même s'assurer de temps à autre que cette façon-là convient toujours à une majorité. La présence sporadique des partenaires, ça, c'est un gros défi parce qu'on a beau vouloir déployer un plan d'action concerté, si les partenaires ne sont pas toujours là, parce que X raisons, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ils ont d'autres priorités. Des fois, les gens changent de chaise aussi. Il y a beaucoup de mouvements de personnel au sein des organisations. Donc, telle personne qui était au partenariat, est remplacée. 3 mois plus tard, c'est quelqu'un d'autre. Là, une réunion est absente, ce qui fait que dans le fond, ça peut faire 1 an qu'on n'a pas vu tel partenaire. Ça, c'est tout un défi. Et tout ce qui précède, donc, de ce côté-ci, là, au niveau des solutions envisagées, des réflexions à mener, peut aider si on est bien planifié, si notre horaire convient à la majorité des partenaires, si on a des bons canaux de communication entre notre partenariat et notre organisation. Ça permet de faciliter la transition vers un autre partenaire qui se joint au nom de l'organisation à notre place ou qui nous remplace. Donc, toutes ces solutions-là sont envisagées puis peuvent aider. Il n'y a pas de solution miracle, mais ça peut aider à atténuer l'irritant de la présence sporadique des partenaires. Ne serait-ce que de le nommer aussi, au sein lors d'une réunion, de dire, mais est-ce que la présence des partenaires convient? Est-ce que c'est un enjeu? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la situation? Et finalement, il y a toujours l'enjeu, on nous dit partout, on n'a pas d'argent. Tout le monde, évidemment, aimerait avoir plus de ressources financières. Chacune des organisations cherche de l'argent, que ce soit communautaire dans le secteur public, dans le secteur privé aussi, à certains égards. Donc, on a tous besoin de plus de ressources. Mais si on travaille tous ensemble et qu'on joint nos ressources, qu'on joint nos demandes aussi, souvent les appels de projets sont bâtis. Les appels de projets au niveau des ministères, au niveau des enveloppes budgétaires qui descendent dans les milieux sont bâtis pour prioriser des projets partenariaux ou même exclusivement partenariaux. Donc, si on travaille vraiment bien ensemble en concertation, ça va nous aider à solutionner ce problème de manque d'argent-là, pas dans chacune des organisations, mais pour l'organisation en tant que telle. Et finalement, le manque d'argent peut aussi être une difficulté à avoir une coordination de notre partenariat. Il faut embaucher quelqu'un pour avoir une coordination. Mais encore là, tout notre système de gouvernance peut être revu il y a des organismes qui sont voués à vous épauler là-dedans. Si vous voulez revoir votre système de gouvernance pour vous permettre de dégager des ressources qui vont servir à la coordination de votre partenariat, c'est possible. C'est à vous de voir. Ça pourrait être un chantier intéressant pour assurer la pérennité de votre partenariat et optimiser sa qualité également. Alors, ce sont là des défis que vous nous avez nommés, qu'on retrouve aussi dans la littérature et évidemment des pistes de solutions à explorer, des pistes de réflexion à mener pour pouvoir les relever. Vous nous avez aussi nommé certains défis de façon spécifique lorsqu'on a donné l'atelier à l'hiver au printemps 2021. Je vais donc céder la parole à Caroline pour qu'elle puisse en relever quelques-uns avant de clore cet atelier qui, je l'espère, vous aura permis de donner du souffle un peu à votre partenariat multisectoriel pour essayer d'en faire la concertation la plus fructueuse possible au bénéfice de la transition vers le préscolaire des enfants de votre milieu. Merci, Madeleine. Oui, en effet, il y avait plusieurs défis qui avaient été rédigés sur le mur des fiertés. Donc,
tel que mentionné tantôt, c'est sûr que le défi de la pandémie mondiale a apporté son lot d'épreuves. Cependant, qu'est-ce qu'on peut dénoter qui est récurrent, c'est l'absence de temps, mais également de réunir les bons partenaires au bon moment. Donc, je pense que c'est un grand défi régional de s'assurer de prendre le temps de rencontrer les bonnes personnes, surtout pour nos enfants à besoins particuliers. On se rappelle, universalisme proportionnel. Si vous avez envie de pousser un peu plus loin vos réflexions afin de vaincre ces défis, je vous invite à consulter le guide d'accompagnement à la première transition scolaire qui a été produit par les partenaires pour la réussite éducative en Estrie. À la fin du guide, à l'annexe D, on retrouve une liste de questions pour soutenir la concertation et le travail intersectoriel. Cette liste de questions-là va vous permettre d'apporter une certaine réflexion au sein de votre concertation ou bien au sein de votre comité de travail. Donc, c'est des éléments qu'on a abordés tout au long de la capsule, donc la vision commune, la composition, la clarification des rôles, la reconnaissance de l'expertise, la communication, le partage de responsabilités, les ressources et l'évaluation. En conclusion, j'espère que cette capsule vidéo vous aura permis d'apporter certaines réflexions ou restructurations au sein de vos partenariats, mais également au sein de vos concertations et de vos comités de travail. Rappelons-nous que chaque petit geste que nous posons pour l'enfant et sa famille l'aidera dans son développement et son cheminement scolaire. Alors, travaillons ensemble.